Bonsoir, alors bienvenue à cette soirée du festival Objectif Terre. On est ravis de vous accueillir dans ce format hybride. On teste des nouvelles choses avec la situation sanitaire. Donc il y a, pour ceux qui sont online et qui ne voient pas la salle, il y a une salle avec des gens sur place. Et puis par ailleurs, le débat ou le dialogue est diffusé en direct sur YouTube. Dans le déroulement de la soirée, on aura vraiment une série de 3 dialogues, de discussions entre moi et les intervenants de ce soir. Et puis ensuite, vous aurez 3-5 minutes pour, ici dans la salle, discuter entre vous, pour voir qu'est-ce que vous imagineriez de l'avenir, mais aussi poser des questions, discuter de questions que vous souhaitez poser aux orateurs. Et pour les personnes qui sont derrière leur écran à la maison, vous avez un chat sur la diffusion où vous pouvez poser des questions et il y aura des personnes du staff d'Objectif Terre qui vont poser vos questions pour vous ici sur place. Donc on est vraiment ravis. Cette conférence est la première d'un cycle qu'on va mener ensemble, le réseau Transition pour la Suisse romande, Objectif Terre, le festival Objectif Terre, qui continue aussi demain avec un débat à 4h30 sur la mobilité douce, et puis qui aura lieu aussi du 27 au 29 août dans sa forme complète, avec des stands, avec des animations, avec des concerts. Il est aussi co-organisé par Pain pour le prochain et en collaboration, partenariat avec le One Planet Lab du WWF. On a le plaisir ce soir d'accueillir 3 intervenants, intervenantes. D'abord sur ma gauche, donc Sylvie Ayer-Jungo. Sylvie est permacultrice, elle est animatrice, elle est socio-anthropologue, elle s'est beaucoup engagée sur les inégalités sociales, elle a aussi fait des formations de formatrice d'adultes et depuis 10 ans, elle est engagée dans le mouvement de la transition, dans des initiatives concrètes de la transition en Suisse romande. Donc elle témoignera un peu de la Suisse romande, du bas qui a transformé le paysage par des initiatives citoyennes. Ensuite, Sophia de Meyer, qui est directrice générale de l'entreprise Opaline depuis 2009, si je ne me trompe pas, qui a fondé aussi la Fondation Opaline, qui soutient des vergers participatifs, qui est le pendant plus ONG, ou disons fondation de l'entreprise Opaline, qui avait commencé en fait sa carrière plutôt à Londres, peut-être qu'elle en parlera aussi, dans la finance, et puis qui ensuite s'est engagée plus dans la construction d'un entrepreneuriat durable. Et puis enfin Marc Atala, qui est directeur commissaire de la Maison d'Ailleurs, maître d'enseignement et de recherche à la section de français de l'Université de Lausanne, qui a fait des recherches sur la mythologie des cultures populaires, sur les littératures conjecturales, j'ai regardé ce que c'était, donc sur justement ce thème des utopies, des dystopies, de la science-fiction, et qui nous parlera plus de l'évolution de l'imaginaire, des questions que ça soulève pour la Suisse romande à l'avenir. Et peut-être avant d'entrer dans le vif de ces dialogues, quelques mots sur les raisons, comme c'est la première soirée, qui nous ont poussés à organiser ces rencontres, cette série de rencontres. Donc on est différentes ONG, mouvements sociaux, comme je l'ai présenté au départ. Et puis c'est vrai qu'il y a différents facteurs. Il y a ce facteur aujourd'hui de crise dans lequel on est, avec la pandémie, la situation sanitaire, avec la situation dans laquelle beaucoup de restaurateurs, d'entrepreneurs de PME, de gens du monde culturel ont été placés depuis 1 an et demi. Mais on est aussi dans une situation de crise écologique, climatique. Et face à ces crises, c'est vrai que ce qu'on constate aussi, nous, dans notre travail quotidien, c'est que depuis des années, on documente les faits, mais que finalement, on se retrouve très souvent dans une situation où soit les gens partent dans des formes de déni ou finalement de relativiser la situation, soit ils partent dans peut-être un désengagement. Et notre souhait avec cette série de conférences, c'est vraiment d'offrir un espace où on se connecte à nos désirs déjà individuellement, collectivement, à nos désirs de futurs souhaitables. Et ces futurs souhaitables, pour nous, c'est très important qu'ils soient à la fois ambitieux et réalistes. Donc l'idée, c'est pas d'imaginer des futurs
totalement irréaliste dans le sens de dire, par exemple, que la technologie va tout résoudre, qu'on va être dans un futuropolis où des machines vont absorber toutes les émissions de CO2, où on va se déplacer en overboard en bambou ou je ne sais quoi. L'idée n'est pas non plus de dire que tout à coup, d'un coup de baguette magique, les êtres humains vont s'aimer les uns les autres, qu'il n'y aura plus de rapport de force, plus de rapport de pouvoir. L'idée, c'est vraiment d'être dans un imaginaire réaliste et ambitieux. Donc de partir finalement de projets, de visions, de désirs qu'on a aujourd'hui, de les partager, et puis d'imaginer qu'est-ce que ça serait la Suisse romande si ces désirs se réalisaient, si ces visions se réalisaient. Et de décrire cette réalité-là pour creuser notre désir à chacun et peut-être trouver un chemin un peu plus novateur d'avancer et de réaliser ces transformations dont nous avons besoin aujourd'hui. Et c'est vrai que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que finalement, quand on parle avec les gens, qu'ils soient de droite ou de gauche, beaucoup de gens souhaitent, et surtout après toute cette période de pandémie, inventer des nouvelles choses, réfléchir à des nouvelles choses. Mais ils ont souvent peur, et on a souvent peur d'apparaître comme naïf, d'apparaître comme utopiste, ce qui est connoté comme négatif, ou comme des rêveurs. Et notre idée, c'est de dire au fond, si aujourd'hui on dialogue, on crée cet espace où on regarde les futurs possibles et souhaitables, on peut se rendre compte aussi que notre voisin, que nos amis, notre famille, que nos collègues partagent aussi certains de ces représentations des possibles, et puis que finalement, ça n'apparaîtra plus comme des utopies, mais comme quelque chose de fondamentalement nécessaire et qu'on pourra se mettre en route. Donc je vais commencer par donner la parole à Sylvie. Donc Sylvie, on imagine qu'on est en 2040, qu'on avance comme ça dans le temps. Donc nous nous projetons tous en 2040 en Suisse romande. On est à Lausanne, on est en été, il fait beau. Et puis, j'aimerais que tu nous décrives un petit peu à quoi ressemblera en fait cette région de Lausanne ou de Fribourg d'où tu viens en 2040, alors que la transition et les initiatives de transition se seront multipliées. Ok, merci. Alors, je fais mon voyage dans le temps. Et merci, je suis honorée d'être là en 2040 pour parler de comment est cette région de Lausanne. Et si j'arrive je fais le lien, le parallèle avec auparavant, quand j'étais en 2021, ce qui me frappe le plus en premier lieu, c'est évidemment le paysage et les couleurs. Il y a, surtout dans une région urbaine comme ça, il y a beaucoup plus de vert. Il y a à peu près à chaque balcon, sur les parois, dans les parcs, il y a de la verdure. Et surtout dans les parcs, on voit, et dans les jardins privés, on voit plus tellement de gazon. On retrouve essentiellement en fait des jardins nourriciers, des cultures qui sont avec un peu une armée de jardiniers et jardinières de quartier qui viennent en prendre soin. C'est vraiment quelque chose qui s'est démocratisé dans les villes, c'est de transformer tous les espaces verts en espaces autogérés par des collectifs de quartier pour pouvoir produire une abondance qui vient vraiment pratiquement amener une autonomie en fruits et en légumes en tout cas aux foyers qui sont impliqués dans ces projets collectifs et à de nombreux foyers dans les quartiers alentours. Et ça, c'est assez frappant en ville au niveau du paysage. Il y a aussi un chouette projet qui a émergé, qui a été, je reviendrai peut-être plus tard sur la question des transports, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de voitures et des zones de parking, de places de parc sont devenues un peu inutiles, donc elles ont été un peu réinvesties aussi par les collectifs locaux. Et on y a, alors à certains endroits, il y a carrément eu des chantiers participatifs pour enlever le bitume et y replanter des arbres, on en a fait des vergers. Ça a aussi permis de réduire un peu la chaleur en été, qui était quand même devenue assez étouffante.
Et on a aussi dans ces espaces du coup créé des espaces de rencontre parce que c'était une forte demande des citoyens de pouvoir être plus dehors, faire des fêtes de quartier, fêter les récoltes, fêter les saisons. Et tous ces projets sont vraiment portés et construits par les citoyens, les voisins, voisines des quartiers, en fait, des alentours. Et, donc à Montbenon ici, il y a une grande esplanade. Donc il y aurait des jardins potagers, il y aurait des fêtes en fonction un peu des saisons et des récoltes et des cultures, ou à quoi ça ressemblerait? Ah bah oui, clairement, une esplanade comme ça, elle est plutôt couverte de jardins. Il y a des petites serres, il y a des jardins en permaculture avec des zones qui sont aussi des zones de rencontre, des zones de loisirs où il y a des enfants, des grands-parents, il y a tout plein de monde qui est là avec il y a un peu une ambiance qui privilégie aussi le lien social, la rencontre. Il y a beaucoup de monde qui est là en train de débattre d'idées. On n'est de loin pas tous tout le temps d'accord sur tout, mais cet art du dialogue en fait est très présent même dans la rue au quotidien. On prend plus le temps de ça, plus le temps de la rencontre. Donc sur l'esplanade, il y a toujours pas mal de monde qui est là en train d'échanger. Et puis il y a aussi quelques arbres fruitiers qui fournissent de l'ombre et des délicieux fruits. Et puis comment est-ce que les relations entre finalement les citoyens et puis les autorités municipales se sont développées en fait? C'est vrai que si on regarde en arrière en 2021, on se dit qu'il y a plusieurs projets participatifs, parfois il y a des conflits, des tensions. Comment ça s'est dénoué et puis comment ces acteurs collaborent maintenant en 2040? Alors, moi, la question, elle me fait sourire sur un point de vue, c'est que on parle un peu moins de autorité ou pouvoir public. On va plutôt parler de partenariat ou de facilitateurs, facilitatrices publiques. Pourquoi ? Parce que au niveau local, en tout cas des municipalités, la majorité des décisions importantes, des lois, des budgets aussi qui sont votés, le sont faits en assemblée citoyenne. Il y a une démocratisation des assemblées citoyennes dont les membres sont pour la plupart élus, enfin non tous, élus par tirage au sort. J'ai un peu soif. Et ils sont aussi formés à l'art du dialogue et ils sont très informés, très accompagnés pour pouvoir maîtriser les sujets qui sont abordés pendant ces assemblées citoyennes. Et du coup, ce type de démocratie beaucoup plus participative permet de faciliter du coup le dialogue et le partenariat entre le public et les citoyens, citoyennes, sachant que leurs besoins, leurs demandes sont directement relayés et pris en considération, discutés par une assemblée qui est très représentative de la diversité des regards et des citoyens, citoyennes. Donc les décisions sont assez bien accepté et le partenariat se fait assez bien. Il faut noter aussi qu'on n'a plus de services de développement durable comme on en parlait en 2021, mais a été mis en place des bureaux de la transition qui ne sont plus directement rattachés à un département de l'urbanisme ou un département de l'énergie, parce qu'on a pris conscience en fait que cette question de la transition écologique touchait vraiment à tous les domaines, à tous les niveaux de la société, était systémique, et que pour les citoyens et citoyennes qui avaient des bonnes idées, des idées créatives, innovantes, c'était souvent un obstacle en fait de se perdre dans les méandres administratifs et
bien souvent, le bureau de développement durable ne pouvait pas répondre à leurs demandes parce qu'ils n'étaient pas rattachés au bon département. Donc depuis que les bureaux de la transition qui sont transversaux et qui ont vraiment un pouvoir, qui sont au service en fait des collectifs de citoyens et citoyennes sont en place, c'est beaucoup plus facile et ça va beaucoup plus vite en fait pour allouer des budgets, pour mettre en place des projets. Donc comment ça se passe si par exemple une assemblée citoyenne souhaite faire un projet? Comment ça se passe aujourd'hui en 2040? Si un collectif souhaite mettre en place un projet, eh bien, disons que la prise d'initiative est assez valorisée et il y a tout simplement, en fait, le collectif va déjà de son côté travailler ensemble à prendre une décision commune, à construire un projet. Ça a pas tellement, par rapport à ça, ça a finalement pas tellement changé d'avant. On pose un projet avec des besoins financiers, de comment est-ce qu'on souhaite le concrétiser, et ce projet va être déposé au bureau de la transition, qui va en fait c'est ce bureau qui a un regard global surtout sur les budgets possibles et sur la faisabilité, on va dire la faisabilité dans la ville, et va soutenir en fait, va en sélectionner et va soutenir les projets qui font du sens là maintenant et qui répondent vraiment aux besoins des citoyens et citoyennes. Il y a une question que j'ai encore envie de te poser, et après on regardera comment ça s'est réalisé, c'est spontané hein, notre discussion, mais au fond, en 2040, les gens font ces assemblées citoyennes, ces projets, il y a ce bureau de la transition. Comment ils trouvent le temps de faire tout ça? Eh bien, là, il y a... Une mesure, je crois qu'elle a été discutée en plus hier soir sur ce plateau, qui a été mise en place déjà il y a longtemps. C'est un revenu de transition écologique qui permet aux citoyens et citoyennes enfin, chacun et chacune qui s'engage dans des coopératives, qui s'engagent dans des projets collectifs, qui vont dans le sens de cette transition, peut bénéficier d'un certain revenu, ce qui permet de réduire le temps à mettre à disposition pour des emplois, parfois ennuyeux, moins motivants. Et ça, c'est clair que ça a fortement contribué à essaimer, à diffuser cette transition. Et je dois dire que ça a aussi contribué au bien-être au travail. On observe beaucoup moins de burn-out, dépression qu'auparavant, parce que les gens peuvent trouver un équilibre un peu meilleur entre des activités plus manuelles, plus à l'extérieur, qui ont un résultat concret, et d'autres activités qui sont parfois aussi nécessaires, mais qui sont peut-être plus ennuyeuses. Et puis quand tu regardes au fond depuis 2040, il y a 20 ans, 2020, 2021, qu'est-ce qui a permis en fait le plus un changement ? Quelles ont été vraiment les mesures ou les transformations qui ont permis d'en arriver là en 2040 ? Tu as parlé déjà du revenu de transition écologique. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont vraiment permis ces transformations ? Alors, avant de parler il y a des mesures. Et avant de parler des mesures, j'ai envie de parler un peu des pionnières du mouvement de la transition qui étaient là et qui étaient actifs depuis bien avant, même bien avant 2021, qui sont un peu ces citoyens et citoyennes ordinaires qui ont un peu... Avant, tu parlais justement d'utopistes, de rêveurs, de marginalisés, qui ont eu le courage et l'énergie, malgré cette image qu'on avait d'eux, d'essayer plein de solutions, d'en proposer, de faire des échecs, des réussites, d'être très créatifs. Et puis c'est sur cette base-là qu'a pu déjà se construire la plupart des projets qui sont là en 2040. Disons que si c'était parti sur une base blanche, dans une période comme ça de crise écologique, crise climatologique, ça aurait été plus difficile. Et en parallèle, dans les années 2020, justement 2020, il y a aussi eu
un soutien finalement massif de la population qui s'est exprimé dans des élections, des vagues vertes, qui a voté massivement pour des initiatives écologiques. Et avec ce signal fort, les autorités qui ont plutôt tendance à être réactives que proactives ont effectivement fait le pas de réfléchir et pris conscience qu'il était temps, pour ce qui concerne la question écologique, de sortir des clivages gauche-droite et de faire une déclaration de manière unifiée et forte sur l'urgence d'agir maintenant. Et de là a découlé toute une série de mesures qui ont été mises en place. Et notamment ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les bureaux de transition. Il y a aussi une mesure que j'aime bien qui existe encore en 2040, qui sont des départements de l'imagination publique, qui sont des espaces qu'on retrouve plutôt localement, qui sont là pour vraiment valoriser et faire émerger toute la créativité citoyenne. C'est un peu des espaces de réalisation de l'utopie, réalisation des possibles. Et ils sont amenés, un peu tous les projets impossibles, tous les projets visionnaires, de nouveau évalués, et certains sont sélectionnés, mis en place en fonction de leur faisabilité. Et ces départements de l'imagination publique vont aussi régulièrement organiser des événements, des ateliers participatifs, des forums ouverts, pour que la population ait l'occasion de venir imaginer, créer, concevoir, rêver ensemble, mais en lien direct avec les autorités. Donc ça se concrétise, c'est plus des rêves complètement fous. Et puis après, au niveau politique, il y a toute une série de mesures on va dire plus traditionnelles, des lois contraignantes ou soutenantes pour l'économie locale. Et oui, et je dirais aussi que au niveau des initiatives et des collectifs de transition, ce qui a été une force, ça a été vraiment la mise en réseau, et qui a permis de rendre beaucoup plus visible, de raconter les histoires de ces gens ordinaires qui changent un peu le monde, et puis de permettre du coup aux voisins, voisines, aux membres de la famille de se rendre compte qu'il y a beaucoup de monde en fait qui est actif, et puis que c'est pas si marginal, et ça a permis d'amener cette nouvelle normalité aussi. Merci. Avant de passer à Sophia, juste une dernière question. Comment, au fond, aussi, ce mouvement et toutes ces transformations ont permis d'intégrer la diversité et d'intégrer aussi des gens qui n'ont pas les mêmes idées, qui n'ont pas le même imaginaire, qui ne voient pas forcément la transformation comme ces pionniers? Comment, finalement, cette transformation et ces assemblées citoyennes intègrent la diversité des points de vue et des visions, y compris de gens qu'on disait en 2020 de droite-gauche, parce qu'on était dans ces catégories? Comment on est passé à autre chose, à une autre forme de penser ensemble? Alors, il y a eu plusieurs... tu as nommé les assemblées citoyennes, et le principe des assemblées citoyennes et d'élections par tirage au sort ont déjà permis de base en fait une représentation assez diverse de la population dans des espaces dédiés au débat et à la prise de décision. Donc c'est un élément clé et fort pour finalement un peu forcer au dialogue, mais forcer au dialogue de manière accompagnée. Et on s'est rendu compte que dans ces espaces-là, en fait, les personnes arrivent à dialoguer et arrivent à des décisions communes qui ne sont pas non plus des consensus mous. Et ça a été assez fort. Et l'autre aspect, je dirais, ça a été vraiment de rendre plus visible les personnes engagées en transition, quoi qu'elles fassent, en fait, qu'ils fassent des petits gestes ou des grands gestes, des grands projets collectifs. Et en les rendant visibles, on a pu voir que c'était des gens de tous bords. C'est pas une question d'être à gauche, d'être à droite, c'est aussi une question de peut-être prendre soin de la santé. Il y a un vrai intérêt
là où on vit, là où on est, de créer du lien et d'améliorer son quotidien. Et donc c'est aussi beaucoup, les initiatives ont beaucoup travaillé sur les rencontres de voisinage, les fêtes à l'extérieur, le débat, le dialogue, se montrer, raconter des histoires. On appelle ça des transhistoires. Merci beaucoup Sylvie. Donc on va passer de cette notion d'entrepreneuriat citoyen finalement que tu décris, où chacun devient vraiment aussi acteur, prend ses responsabilités dans un dialogue aussi et dans des idées, à l'entrepreneuriat d'entreprise avec Sophia. Toi Sophia, ce monde en 2040 où il y a finalement plus d'initiatives comme Opaline que tu avais créée en 2009, d'économie régénérative, penser dans son cycle complet, penser aussi dans la cohérence de l'entreprise elle-même. À quoi ça ressemble quand ce type d'entreprise se multiplie? Comment est-ce que Lausanne s'est transformée? Alors, déjà bonsoir, merci d'être là, merci Sylvie pour cette belle introduction sur laquelle on va pouvoir tisser et compléter. Alors si je reprends l'image de cette ville, effectivement, qui s'est verdie, et je pense notamment à l'idée de ces vergers et de ces potagers collectifs, vient en moi l'imagination ou la vision de la transformation de cette matière première pour que nous évitions tout gaspillage et que nous ayons réappris à mettre une juste valeur, une vraie valeur aux choses, à la nature, à ce qu'elle nous offre, et évidemment au travail collectif. Donc là, j'imagine, dans une ville comme Lausanne, une multitude d'entreprises transformatrices qui viennent au service de cette valorisation pour que la pomme, qui n'est pas mangée telle qu'elle est, parce qu'on en a eu assez, eh bien, elle puisse être préservée par différentes manières. Il vient à s'ajouter ici le transfert des savoir-faire ancestraux, de ces connaissances, cet aspect intergénérationnel qui puisse être vraiment valorisé. Par exemple, je vois des ateliers de compote, des ateliers de confiture, des ateliers de jus de fruits, des ateliers de fermentation. Et toute autre idée qui viendrait avec le revenu de la transition écologique, mais qui viendrait aussi de nos grands-mères, de nos grands-pères, et pourquoi pas de nos enfants. Parce qu'il y a une co-créativité qui est précieuse et qui a une grande valeur dans ce travail collectif que nous aurions d'ici là mis en place, d'ici 20-40. Et puis, au niveau de ce vivre ensemble, donc on a la transformation, nous avons le transfert de savoir-faire. Tu as parlé de l'art du dialogue que j'aime beaucoup, auquel j'aimerais ajouter l'art de l'écoute. Parce que sans écoute, il y a peu de dialogue. Mais l'art de l'écoute, ça se cultive au quotidien, ça prend du temps. Ça demande d'accepter que la personne qui est en face de nous peut avoir un avis complémentaire, mais que cet avis complémentaire, différent, sert au collectif, parce qu'il assure la diversité de cette transformation alimentaire, mais aussi la diversité des opinions. Donc j'imagine cette ville avec une multitude d'initiatives entrepreneuriales qui viennent au service de cette vraie valeur des choses pour que rien ne soit perdu. Et pour qu'un produit transformé représente un savoir-faire historique, ancestral, local, reflète la culture locale, qu'on retrouve les goûts d'une culture locale dans ce que l'on consomme. Et puis j'aimerais ajouter peut-être le point de l'éducation. En 2040, mon fils aura, ou a, excusez-moi, voilà, on y est, donc mon fils a 9 plus 19, 26 ans. Eh bien, il aura vécu quelques années de sa scolarité dans les champs agricoles. Parce que l'école se sera, ou s'est réinventée et a intégré dans son cursus des périodes en plein air qui permettent ici de tisser le lien avec le monde agricole. On a en 2040 une carte très claire de toutes les terres agricoles qui sont à proximité de Lausanne, de ses quartiers et surtout des écoles.
des profils de ces entrepreneurs agricoles qui rejoignent aussi cette transition et ces ateliers participatifs pour permettre, au-delà de la culture de la terre, permettre à cette terre agricole d'être source d'apprentissage pour nos enfants, de leur permettre de s'émerveiller du rythme de la nature, de s'émerveiller de ce que la nature produit, pour pouvoir ensuite, grâce à cet émerveillement, nourrir cette créativité à leur sauce, avec leur énergie et bien sûr avec leur imaginaire. Voilà. Merci. Tu nous parles de ces terres agricoles, de cette carte des terres agricoles, de mois ou semaines ou de temps passé par les enfants sur ces terres. Donc aussi une reconnexion en fait à la nature, à la nourriture, au cycle des saisons de la nature. Et c'est vrai qu'Opaline, qui a beaucoup grandi entre 2020 et 2040 et a aussi inspiré d'autres initiatives, travaille avec les fruits qui sont transformés du producteur que vous connaissez tous à Opaline pour faire des fruits et ensuite les revendre localement, en les produisant localement. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu aussi quel autre type d'entreprises se sont développées ou comment Opaline s'est développée en fait et à quoi Opaline ressemble en 2040, mais peut-être quel autre type d'entreprise existe encore en 2040 qui étaient déjà un peu là en 2020 ou pas, mais qui finalement sont aussi le ferment de cette nouvelle économie? Alors, au-delà de l'alimentaire, je pense que là est ta question, les entreprises se développaient avec une réelle mission sociétale. Elles auront toutes, ou elles ont toutes intégré, alors soit très pragmatiquement parlant, un ou plusieurs des objectifs de développement durable qui sont aujourd'hui publiés, qui sont expliqués, auxquels chaque entreprise aura adhéré pour pouvoir appliquer une amélioration continue de ces processus et avoir une réelle mission sociétale. L'entreprise en 2040 aura complètement intégré le fait qu'elle a la force, en tant qu'entreprise, c'est un collectif de citoyens, qu'elle a cette force, cette énergie d'œuvrer non au service simplement de la finance, mais de cette régénération, au service du bien commun. Et donc, elle aura intégré dans son plan comptable un flux financier régénérateur. En d'autres termes, elle aura de la vente, prenons l'exemple de la simple vente d'un produit, de ce qu'elle en touche, admettons que ce soit 5 francs, eh bien, elle aura aussi donné la réelle valeur à ces 5 francs, dans le sens du partage. Donc de ces 5 francs doivent être adressés le bien-être de ses équipes. Là, on touche à un point de gouvernance, à la prise du temps, accorder le temps aux équipes pour qu'elles puissent pratiquer l'art du dialogue et de l'écoute. Ça coûte de l'argent, donc elle aura alloué cet argent dans ses budgets. Ses approvisionnements, sa politique vis-à-vis de ses fournisseurs, le prix équitable fera partie intégrante. Donc elle aura transformé son plan comptable de l'optimisation de tous ses coûts et d'essayer tout le temps de mettre la pression et de les réduire et de faire travailler les gens encore plus pour moins, à un plan comptable qui valorise à sa juste valeur à nouveau et la matière première via les fournisseurs et ses équipes et bien évidemment la personne qui consomme ces produits. Elle n'aura plus de budget marketing et ça elle fera des économies énormes parce que si elle est dans le lien de confiance, le lien local, eh bien, elle pourra utiliser ce budget justement pour créer des fondations, participer à des transitions au-delà de ses activités. Et au niveau des financements de ces entreprises, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus tellement d'actionnaires aujourd'hui en 2040 quels sont, tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur les acteurs et le financement de ces entreprises? Oui, alors, et on le voit, on l'aura déjà vu en 2021. Ça se sera intensifié et confirmé. Le côté de l'actionnariat, de ce qu'on appelle le capital action d'une entreprise, a évolué pour reconnaître que dans une entreprise, il y a les fondateurs, il y a ces entrepreneurs sociaux qui ont l'idée, qui ont la niaque,
ils l'auront toujours, ils en auront besoin en 2040, d'aller concrétiser leur idée. Donc il y a la partie de l'imaginaire et puis après il faut pouvoir concrétiser cette idée. Donc ces membres fondateurs seront à nouveau valorisés pour qui ils sont. Et donc l'apport financier dont ces entreprises auront besoin pour se développer sera un apport qui sera au service de la vision, de l'action des entrepreneurs. Ce ne sera pas un apport qui mettra l'entrepreneur au service du rendement financier de l'apport en capital. Je ne sais pas si je ne vous vois pas très bien dans la salle, si vous me comprenez. Mais en d'autres termes, la finance aura compris qu'elle peut et qu'elle œuvre au service d'une mission sociétale de l'entreprise. Donc c'est très similaire au revenu de transition écologique, sauf que là, on parle d'un investissement qui va faire le choix d'investir dans une entreprise qui a pour but une mission sociétale. Cette entité financière, le grand changement en 2040 que l'on aura vécu ou que l'on voit en 2040, est qu'elle n'a pas de droit de vote sur l'entreprise. En d'autres termes, en 2040, l'apport en finance ne donne pas le droit à la personne de gérer l'entreprise à mission. Et là, on a le gardien des valeurs qui est l'entrepreneur social, qui lui est libre de gérer son entreprise en lien avec sa mission. Voilà pour moi l'évolution du capital. Merci Sophia. Et quand on regarde en 2040 et puis que tu regardes en arrière, vu avec cette distance, c'est quoi les 2-3 mesures qui ont permis d'accélérer cette transformation? Et j'imagine que bon, il y a différents types là encore d'entreprises. On est dans une pluralité, mais de faire en sorte que ce type d'entreprise, au fond, se développe plus, soit stimulé, qu'aujourd'hui il y ait ce type aussi d'actionnaires qui soutiennent des entreprises en fonction de la vision et qui prennent pas en quelque sorte, qui soient au service de cette vision. Quelles mesures ou quels changements essentiels se sont produits qui ont permis ça? Alors tout d'abord, j'aimerais dire la confiance. La confiance à tous les niveaux. On a parlé de liens. Pour qu'une entreprise puisse se développer, il y a cet élément de confiance. La confiance entre collègues dans l'entreprise, on recultive ce lien de confiance qui remplace quelque peu la compétition. On ne veut pas être meilleur que notre collègue, on veut être en lien dans cette co-créativité et pour cela, il faut de la confiance. La confiance avec les personnes qui vont consommer nos produits ou les produits, puisqu'il n'y a pas de marketing. On ne vend plus de rêves. On vend une valeur, on vend une mission. Donc il faut une relation de confiance pour pouvoir y accéder. Donc la première chose, c'est la confiance. La deuxième, on a mis la juste valeur au travail des mères et des pères. Ça pour moi, c'est très très important. Dans une entreprise, on peut le valoriser avec ce qu'on appelle le flex time. En 2040, ça sera une pratique tout à fait courante, mais les gouvernements auront à nouveau mis la juste valeur au travail d'amour que nous faisons à la maison et à domicile, pour permettre justement à cet équilibre entre le travail et la maison de revenir au cœur de nos vies. Voilà. Et à ce moment-là, tout est possible de 2040 à 2060, 2080. Et on sera toujours là dans 100 ans, pas la planète et l'être humain. Merci. Et puis en 2040, si tu regardes dans l'avenir, qu'est-ce que tu aurais encore le plus envie de transformer? Ouh là là. Alors en 2040, je ne devrais pas le dire, mais je vais le dire quand même parce que ça relativise les choses, j'ai presque 60 ans. Alors, si je peux me projeter de 2040 à 2060, c'est d'être une grand-mère heureuse, comme ma maman aujourd'hui qui est arrière-grand-mère. De souhaiter vivre mes derniers jours à la maison, entourée de mes enfants, mon fils et ses enfants, d'avoir cette joie de vivre, d'être intégrée par les plus jeunes qui viennent retoquer à ma porte et me dire « mais comment tu fais ta confiture parce que là on l'a loupé la dernière » ou « comment tu as fait ton dernier jus de fruits ?»
donc d'avoir ce lien. Et de voir cette société collaborative, réellement profondément collaborative et résiliente, entourer mon voisinage, nourrir mes rapports. Et si j'en ai l'énergie, eh bien d'entraider à mon tour ma voisine, mes petits-enfants, faire des heures de bénévolat dans l'école du village ou dans l'épicerie coopérative. Merci Sophia. On va passer de cet entrepreneuriat à plus le travail des pensées, de l'imagination, de la réflexion avec vous, Marc Atala. Pour vous, en 2040, qu'est-ce qui a permis aux gens de se détacher un peu quand on regarde en arrière en 2020, des outils électroniques, des téléphones, des switches, de tous ces outils qui avaient quand même, et puis on le voit, il y a des études qui avaient démontré qu'à partir des années 90, en fait, le quotient créatif des gens avait baissé, alors que le quotient intellectuel avait continué à monter. Qu'est-ce qui a permis en fait aux gens de se détacher de ces outils ? Bon, déjà, j'aimerais vous remercier, mesdames, pour vos présentations. Bonsoir aussi à tous. En écoutant ce qui était dit avant moi, j'ai envie de prendre un peu de différence que la question que vous me posez. Aussi pour qu'on puisse après discuter, débattre un peu. Et peut-être plus proche de ce que je connais bien, c'est-à-dire la science-fiction. On a deux tendances, et je vais revenir à votre question tout à l'heure. Soit on imagine une tendance un peu utopique, et peut-être pas là au sens chimérique, mais plutôt au sens littéraire du terme, d'inventer un monde qui a résolu une partie des contradictions d'une autre. Un monde où souvent en fait les gens s'expriment assez peu, ou alors comme vous l'avez dans le pays de l'Eldorado de Candide, où tout le monde a la même idée. Et puis il y a une autre tendance un peu plus contemporaine qu'on appelle la dystopie, où on présente le monde de manière un peu moins glorieuse, voire même nettement plus catastrophique, et j'ai plutôt envie de répondre à ça de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on est en 2040 et en fait ça n'a pas changé. Il y a de plus en plus de burn-out. On a rêvé et oublié que le capitalisme, tout comme le christianisme, pendant 1000 ans avait une force incroyable, c'est d'absorber la dissidence, c'est-à-dire d'être capable de monnayer la dissidence, de créer des marchés sur des idées qui étaient au départ, pensez à la contre-culture américaine, qui étaient au départ des idées de révolte, de contestation, pour devenir finalement des idées qu'on monnaie, qui sont devenues mainstream. Et qui génèrent des marchés pas du tout parallèles ou contradictoires. Les gens sont de plus en plus et on est de plus en plus dans nos téléphones portables, on est dans ce qu'Alain Damasio appelle le techno-cocon, parce qu'on s'est rendu compte que celui qui nous faisait le plus peur, c'était l'autre, et qu'on avait l'énorme chance d'avoir des téléphones portables qui nous coupent de l'autre, parce que l'autre, il est dangereux. Aujourd'hui, on est à une ère, il y a 20 ans, on était à une ère, c'est un peu compliqué pour moi de faire ça. Il y a 20 ans, on était dans une ère où on parlait d'égalité et de bienveillance et de rapport humain, mais on n'a jamais autant eu peur des gens. Quelqu'un qui vous mettait la main sur l'épaule dans un bus, geste de fraternité, était quasiment attaqué ou soupçonneux. Quelqu'un qui s'adressait à vous dans un train était problématique parce qu'il avait forcément une idée derrière la tête. Et donc on a eu de plus en plus peur des gens. Et on avait tout ce qu'il fallait pour ne pas avoir besoin d'avoir peur des gens, c'est-à-dire dans l'occurrence de se couper des gens. Et donc les consoles de jeux sont devenues finalement intégrées à nos téléphones portables avec des écrans mimétiques qui nous permettent de jouer à travers eux dans les transports publics, ce qui fait qu'on n'a même plus besoin d'être confronté à ce qu'il y a en face de nous. Et comme tout est interconnecté, puisqu'on a développé de manière absolument hallucinante ce qu'on appelle les smart cities, en fait on n'a même plus besoin de faire attention à quel moment notre arrêt de train arrive, puisque le jeu s'arrête pour nous rappeler qu'on doit descendre du train. L'économie d'attention, qui est au cœur du capitalisme tardif, a réussi à faire de nous des produits. Et en permanence des produits, et que toutes les nouvelles idées, toute la créativité humaine est devenue finalement soit monnayable, donc conservée, soit pas monnayable, et donc rejetée. Mais bon, les êtres humains ont un peu la peau dure comme ça, c'est-à-dire que
tous ces burn-out et toutes ces dépressions et toute cette coupure de l'autre, de plus en plus de citoyens, il y a encore du boulot, mais de plus en plus de citoyens ont commencé entre 2020 et 2040 à se poser quelques questions. Pas tellement sur ce à quoi on devrait tendre, mais plutôt à ce qui nous arrive. Très individuellement, puisque ça fait quand même 500 ans qu'on est dans l'individualisme forcené, et donc qui se sont rendus compte que peut-être que leur burn-out, ou peut-être que leur dépression, ou peut-être que leur absence de sens, ou que cette tristesse au fond des gens qu'ils avaient et qu'on a toujours évidemment encore plus, elle était d'abord le symptôme de quelque chose, pas d'une société qui va mal parce qu'il faut être en dehors d'une société pour savoir si elle va bien ou mal, mais d'avant tout d'un symptôme personnel où ça se passe mal pour soi. Et quand ça se passe pas mal pour soi, on commence à se poser des questions. Pas vers l'autre, mais d'abord vers soi. Et on s'est rendu compte que, et aujourd'hui la révolte personnelle gronde, que finalement on en avait un peu marre d'être sans les autres. Que les heures et les heures, c'était 6 heures en 2021, je crois qu'on est à 12 heures maintenant en 2040, les heures passées devant un écran sont des heures passées à s'oublier, à se fuir, mais aussi en même temps à chercher le contact. Parce qu'à travers les profils d'Instagram qui sont restés, puisque ça a quand même une bonne valeur ajoutée, et YouTube 2.0, grâce à tous ces profils-là, on passe notre temps à tendre des mains. Alors on ne prend pas la bonne manière, puisque si vous tendez une main aujourd'hui dans la rue, vous êtes attaqué. Alors vous la tendez virtuellement, c'est plus facile. Alors il y a cette espèce de temps qu'on passe, et on se dit, mais pourquoi j'arrive plus à rencontrer quelqu'un ? Et pourquoi surtout j'attends tous des gens qui soient parfaits ? Alors, évidemment, c'est logique d'être parfait lorsqu'on publie des images de nous qui sont embellies en permanence. Et je crois que c'est ça que je vois pour 2040. C'est-à-dire un monde qui n'a pas du tout réussi les ambitions qu'il avait. Si ce n'est qu'il en a réussi une, mais il n'avait pas cette ambition. C'était que les gens soient suffisamment mal et tristes pour se poser des questions. Et ils se sont rappelés, les gens entre 2020 et 2040, puisqu'il n'y a pas vraiment eu de changement, j'anticipe votre question, que en fait c'était ça au départ, la démocratie. C'était la capacité pour les citoyens d'être éclairés, c'est-à-dire d'être capables de remettre en question. Non pas seulement la société, parce qu'une société sans contre-pouvoir, ce n'est pas une démocratie, ça s'appelle un totalitarisme. Il y aura toujours des contre-pouvoirs dans une démocratie, mais les gens ont commencé à se rendre compte que c'est en réfléchissant un peu à leur mal-être qu'ils pouvaient commencer à espérer des petits changements. Alors ça ne nous arrange pas parce qu'il y a de plus en plus de dépêches de l'ATS en Suisse qui nous rappellent que ça ne va pas très bien au niveau de la planète. Et ça, c'est très très inquiétant. Ça l'était déjà il y a 20 ans et ça continue encore plus à l'être. Mais il y a quelque chose qui n'a jamais vraiment été intégré dans les modélisations climatologiques, qui n'a jamais été intégré dans les développements des systèmes financiers, c'est que d'un coup, les êtres humains se sont mis à réfléchir. Et pas seulement que 5% d'une population, ce qui est surprenant dans l'école obligatoire et dans les démocraties, mais on est arrivé à 10%, on a dépassé ce qu'on n'a pas réussi à faire avec les émissions CO2. Ce qu'on n'a pas réussi à économiser en CO2, on a réussi à l'injecter dans la réflexion citoyenne. Et c'est peut-être là où je vois le mouvement en marche aujourd'hui pour que dans 2060, on soit peut-être à 15%. Et ça serait déjà une victoire que depuis l'aube de l'humanité, on n'a jamais réussi à atteindre. Mais au fond, qui est un peu derrière tout ça et derrière finalement le développement de ces outils de plus en plus toujours dans la même direction? Alors là, je n'ai pas compris la question, donc c'est de quels outils on parle? De ces outils technologiques, du fait que tout est de plus en plus technologisé, qu'il y a de moins en moins de relations, que chacun est dans sa bulle. C'est nous. Qui invente ça? C'est nous. Le jour où on s'est rendu compte en 2032, c'est-à-dire que les 100% de téléphones portables en Suisse, 99 disons, les 99% de téléphones portables en Suisse, on n'avait même pas eu besoin de dire aux gens d'en acheter un qu'ils en achetaient un. Que personne n'avait jamais reçu une publicité Facebook ou Instagram sur son téléphone portable, mais l'avait automatiquement installé. Que les gens n'avaient
que personne leur demandait d'aller suivre des heures de vidéos YouTube, à part Objectif Terre, un petit festival qui subsiste malgré tout de l'adversité, mais que personne leur demandait de passer 5 heures sur YouTube par jour, c'est le jour où on s'est rendu compte que personne ne nous avait demandé ça. Et qu'on était pleinement responsable de notre fuite de l'autre, de nos incompétences, de nos mauvaise foi par ailleurs, on a commencé à arrêter d'accuser ces grands groupes d'autrefois qu'on appelait les GAFAM, qui s'en fichent complètement de nous, parce qu'ils savent pertinemment qu'on a besoin d'eux. C'est quand même assez fou, comme on a compris que quand vous alliez acheter en 2020 votre action de steak de bœuf ou de salade au quinoa, à la COP, c'est que vous receviez des publicités. Voilà. Et c'était bien parce que, comme les grands-mères d'autrefois, vous vous rappeliez où il y avait les soldes, à quel moment, et ce qu'on appelle les actions. Voilà. Et ça, c'était bien parce qu'on recevait des journaux à la maison qui nous disaient « Ah, semaine d'action chez Landy ». Les GAFAM n'ont pas besoin de ça. Vous ne recevez pas de pub Amazon chez vous, ni Facebook, ni Apple. Il n'y a pas besoin. Les gens, ils vont naturellement là-bas. Et on s'est rendu compte en 2032, je suis vraiment pas très bon pour faire ce truc, on s'est rendu compte en 2032 qu'on était responsable, qu'on était en fait tous, qu'on le veuille ou non, les chefs de l'Empire, pour reprendre une métaphore un peu de Star Wars. C'est nous qui décidions d'être là-dessus, et c'est nous qui, indépendamment de nos valeurs, de nos envies, de nos ambitions, on s'était bien rendu compte que ces petits téléphones portables, bien plus qu'une Switch, parce que finalement un jeu vidéo c'est créatif, que nos téléphones portables, c'était des remparts incroyables contre le monde, et c'était une bonne manière de ne pas avoir à vivre. Et puis tous ces gens, si finalement en 2040, qui sont finalement dans à la fois la consommation de biens, d'outils technologiques, mais dont une petite frange commence par la souffrance, si je vous ai bien compris, et puis par une forme finalement de désespoir, de réfléchir et de se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe à partir de là ? Alors, je ne pense pas que ça soit du désespoir. Je crois qu'aujourd'hui, en 2040, on se rend compte que la pensée est dangereuse, et que le questionnement est dangereux. Et que dans toute pensée, ça nous rappelle un espèce de philosophe obscur, mais on n'est pas si loin dans le temps, donc ça va, du XVIIe siècle, qui s'appelait Pascal, qui rappelait à quel point la vie humaine était finalement, et on le sait tous malheureusement, une suite, mais pas que ça, mais une suite de souffrances. On vieillit, on va mourir, et c'est un truc qu'on n'aime pas trop quand même. Enfin, en tout cas, tant qu'on n'est pas mort, puis quand on est mort, on ne sait pas. Donc avant, on n'aime pas trop cette idée-là quand même. Normalement, disons. Et puis la souffrance, on n'aime pas non plus. Voilà, ça, c'est un truc, on essaie plutôt de fuir le truc, mais que finalement, cette espèce de condition qui est peut-être une des rares choses qu'on a tous en commun. On n'a pas les mêmes idées, on n'a pas la même couleur de cheveux, pour ceux qui en ont. On n'a pas les mêmes religions, et tant mieux, mais par contre, on a tous en commun le fait qu'on souffre. Aussi qu'on est joyeux, mais l'un sans l'autre c'est difficile quand même, mais que cette souffrance on peut en faire quelque chose de positif, et qu'on s'est rendu compte que peut-être que l'espoir c'était pas la volonté que le XXe et XXIe siècle ont réussi à mettre en force, c'est-à-dire de s'éloigner de toute forme de souffrance, l'altérité, l'autre étant évidemment la première forme de souffrance qui nous advient au-delà de la nôtre, mais qu'on pouvait grâce à ça commencer à s'interroger, à interroger les autres, à se remettre un petit peu en question, et surtout à se dire j'en ai un peu marre d'être en train de souffrir, et que j'ai compris que mon téléphone portable pouvait me faire souffrir, et que le pire c'est que je ne peux pas accuser les grandes boîtes, je peux m'accuser que moi. Et je deviens un peu comme Sisyphe, c'est-à-dire que je pousse mon rocher comme ça en haut d'une montagne, mais c'est parce que je suis conscient qu'il n'y a pas de solution idéale, que lorsque le rocher tombe de l'autre côté, je suis heureux. Et je crois que c'est ce qu'on est en train de comprendre aujourd'hui, mais il a quand même fallu passer par un moment où il faut pousser le rocher. Et quand on pousse le rocher, ça fait mal.
Et en 2040, où est passée la joie? Mais s'il y a de la souffrance, il y a de la joie. Et on a enfin essayé d'enlever cette utopie bizarre qui est née à la fin du 19e siècle, qui a culminé d'ailleurs avec la pandémie de la Covid-19 puis 21. On ne sait jamais. C'est-à-dire où on a créé une société où on a tout aseptisé. Et quand on aseptise tout, c'est-à-dire les odeurs, la différence, on est même passé par une sale période, rappelez-vous, où la bienveillance du discours a remplacé toute forme de débat. Ce qu'on a appelé la censure. Bon, on a accusé 2-3 mouvements totalitaires des années 40 comme ça d'être un peu horribles, mais on a bien censuré les êtres humains avec un petit soupçon de ce qu'on a appelé longtemps du jugement. On ne pouvait plus ne pas être d'accord. Et quand on n'a plus le droit de plus être d'accord, donc de plus avoir de contre-pouvoir au sens large, alors on n'est plus dans une démocratie. Voilà. Alors on en a eu un peu marre de ce truc et on s'est dit qu'il fallait commencer justement un petit peu à accepter ces souffrances-là et que c'est dans ces souffrances-là qui nous unit finalement les uns aux autres qu'il y a de la joie. Parce que la souffrance, c'est pas la fin. La souffrance, c'est le début de l'entraide, c'est le début de la reconnaissance de l'altérité, c'est le début de tout ça, la souffrance. Et donc finalement, la joie, elle est là. Et on en a eu un peu marre, et on est toujours dedans, mais on se débat, de cette société aseptisée. Parce qu'on a tout aseptisé, qu'évidemment, la dernière chose qui restait à aseptiser, une fois que vous avez aseptisé les odeurs, et puis les déos, et puis les parfums, et puis la pensée, et puis le vocabulaire, bah, c'est l'humain. Alors maintenant, en fait, l'avantage de ces burn-out en masse, parce que bon, on n'a jamais eu autant de burn-out, et donc les psys sont contents, c'est que ben on en a peut-être, on est plus capable d'être aseptisé, et on n'est plus capable de s'auto-censurer en permanence, et on se regarde. Et là, il y a beaucoup de joie, non? Merci. Donc, on va passer de maintenant prendre un moment. On a vu différentes visions de 2040. Des visions d'un 2040 ou d'un entrepreneuriat citoyen, d'un entrepreneuriat régénératif, et puis d'un monde où la joie est dans la souffrance, où vient, et disons quelque part, le corollaire de cet excès qui mène à des burn-out, à cette société que vient de décrire Marc Atala. Je vous propose, pour les gens qui sont derrière leur écran, de prendre 2-3 minutes pour se poser 2 questions. La première, c'est un peu vous, si vous partez de vos désirs, mais aussi de vos idées réalistes. On est dans cet avenir souhaitable, réaliste, de dire au fond un certain nombre de possibles d'aujourd'hui, s'ils étaient mis en œuvre, des possibles auxquels je souhaite contribuer. À quoi ça ressemblerait? Qu'est-ce que ça transformerait? Et puis une autre question, c'est est-ce qu'il y a une question que vous souhaitez poser aux orateurs qui sont ici ce soir? Et puis aux gens qui sont dans la salle ici, je vous suggère de vous remettre par groupe de 2. Si vous êtes plus confortable à mettre un masque, vous mettez un masque, vous discutez entre vous comment vous êtes confortable. Et puis d'échanger aussi le temps de 5 minutes sur les questions que vous aimeriez poser aux orateurs. Et puis vous, quelque part, votre futur souhaitable, ou si vous imaginez qu'un certain nombre d'éléments sont mis en œuvre que vous portez, auxquels vous souhaitez contribuer, à quoi ça ressemblerait. Donc on a, pour les gens qui sont en ligne, jusqu'à 7h moins quart.
parce que si on enlève le téléphone, on peut se poser la même question que tu poses sur qu'est-ce qui se passe si demain il n'y a plus de TV. D'un coup, on se dit la TV, c'est quand même des années 50. C'est même mon grand-mère, enfin pour moi c'est ma grand-mère qui avait ça, et on voit pas ça comme une addiction, alors qu'à mon avis si on arrête les serveurs TV. Je pense qu'on voit comme des addictions. Enfin, moi, Maintenant. venant du travail social et ayant des gens, enfin, les écrans sont, chez les jeunes, en tout cas, sont pris et traités la même chose que Pour les écrans, les addictions. Mais il y a un groupe qui travaille sur les addictions à Lausanne, qui s'appelle le GREA, qui dit un truc quelque chose de vraiment intéressant. Alors ça ne va pas du tout nous arranger dans ce débat, mais ils disent mais en fait la notion même d'addiction est problématique. Parce qu'en fait, elle semble être en lien avec une certaine morale bourgeoise et protestante qui fait qu'un être sain, il n'est pas addict. Et apparemment, l'être humain est nécessairement addict. Et donc, il cherche tout le temps des formes d'addiction, parce qu'on peut avoir une addiction amoureuse, par exemple, qui nous paraît beaucoup moins grave, mais bon, elle est quand même un peu déstabilisante. On peut avoir une addiction pour plein de choses. Et moi, j'avais vu ces recherches, ça m'avait quand même pas mal ébranlé, en me disant, est-ce qu'il est possible d'imaginer un être humain qui n'a pas d'addiction ? Ça dépend comment on définit l'addiction. Ça dépend de ce qu'on définit être une addiction. Ah ben c'est forcément par rapport à une normalité. On va dire par le lien aux autres. Alors c'est ça. C'est une codépendance, mais nous sommes codépendants Alors, les uns des autres. alors c'est exactement ce qu'il disait. Donc, il dit, ça c'est une forme d'addiction, c'est pour ça que dans beaucoup de spiritualité on cherche à faire l'ascèse, etc. On se comprend de ces liens-là. Mais alors même le lien, enfin certains liens aussi, qui sont dans de la codépendance, ils nous orientent finalement dans un certain nombre de choix, d'actions, comportements, qui ne sont pas nécessairement pour le bien général, par exemple. Je sais pas, moi, dans ce que tu décrivais tout à l'heure, en fait, aussi des pourquoi, du fait que tout le monde soit devenu addict à son téléphone, il y a aussi une notion de couper le lien, parce qu'on a peur de l'autre, parce qu'on a besoin de se couper des émotions. Pour moi, c'est différent une addiction qui mène à ça, en fait, ou qui est la recherche de ça, plutôt qu'une addiction aux pommes ou à une dépendance à quelqu'un qui ne va pas non plus te couper de qui tu es, de ce que tu ressens, de ton lien à l'autre, de ton lien à la nature, de manière générale. En fait, les causes, elles ne sont pas les mêmes et l'effet n'est pas le même non plus. La question, c'est peut-être aussi de savoir ce qu'on est prêt à sacrifier pour ce genre de choses-là. Parce que dans l'addiction, il y a. Bon, enfin, pour moi, l'alcool, les écrans, tout ça, les téléphones portables, et d'ailleurs, on continue à dire un téléphone portable alors que c'est plus des téléphones, c'est des ordinateurs. Mais en fait, pour moi, c'est un symptôme, c'est quelque chose qui arrive dans quelque chose d'autre. Et ce symptôme, on ne le traite pas, en fait. C'est qu'on a l'impression que si on coupe les téléphones portables, ça ira mieux. Pas du tout, on va aller sur un autre truc. Pour moi, il y a une symptomatique comme ça, étrange dans nos sociétés, en fait. Mais t'as quand même des, tu vois, le téléphone, je suis d'accord avec toi, moi je pense pas que l'être humain ait que addiction, moi je pense que l'être humain il a une tension, tu vois, finalement c'est aussi de réduire à quelque chose de trop réducteur. Il a l'addiction, puis il a l'aspiration à ça. Ah oui, non, il n'y a pas que l'addiction, il y a des addictions. C'est la tension de ça. Mais si tu regardes, tu vois, à l'époque, je sais pas, il n'y avait pas de téléphone, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose, ils avaient d'autres addictions, que ce soit l'alcool et tout. Et je pense qu'il y a quand même chacune des addictions qui a un truc particulier. Alors qu'il y a ça, le téléphone, tu vois, ils ont quand même étudié psychologiquement peut-être les directeurs des GAFA qui aujourd'hui mettent leurs enfants dans des écoles dans la forêt pour qu'ils n'aient pas à faire avec la technologie, enfin pas tous mais plusieurs, parce qu'eux-mêmes ils ont construit ce truc qui fait que psychologiquement, tu vois, ça sécrète la dopamine qui était dépendant et tout, donc c'est quand même construit aussi pour rendre les gens dépendants. Au départ, C'est pas, il y a cette tension en l'homme, mais ça la nourrit vers ça de plus en plus. alors, j'irai peut-être pas jusque-là. Pour moi, il y a un peu de machiavélisme. On veut que les gens soient dépendants. Je pense que c'est des types qui ont compris assez vite, d'ailleurs, que c'est du marketing. Ils ont compris que les gens dans une société, parce que bon, tous ces réseaux sociaux, ça, on va dire, ça a moins de 20 ans. Ok, donc c'est pas non plus. Ils ont compris que donc, dans une société qui est déjà extrêmement capitaliste et consumériste, ils ont compris que si je dois aller me déplacer de chez moi à un endroit pour consommer, pour acheter des trucs donc à la Migros, je perds du temps. Puis que si je peux rapprocher la Migros de moi, je gagne du temps. Et quand je gagne du temps, je consomme plus.
pour moi, c'est un truc assez basique. D'ailleurs, les réseaux sociaux, au début, sont quand même un peu des espèces de trucs où on va se mettre en contact pour justement réduire la distance. On dit, ah, c'est bien, parce que quand je suis en Australie, je peux discuter avec... C'était comme ça qu'on disait de Facebook au début. Donc on réduit la distance. On n'assume pas que pendant 6 mois, on ne peut pas avoir de contact avec quelqu'un. Et donc c'est ça qu'ils comprennent. C'est qu'on ne veut plus. Et Freud avait déjà compris ça dans les années 30. On ne veut plus qu'il y ait de temps et d'espace. Et eux, ils ont compris ça. Ils ont compris ça. On ne veut plus aller au cinéma voir un film. On a le cinéma qui est chez nous, c'est beaucoup plus vite. Quelqu'un qui nous parle d'une vidéo, hop, on va la faire. Quelqu'un qui nous parle de quelqu'un d'autre, hop, on va avoir son profil. Tout ça, c'est de la rapidité. Je crois qu'ils ont surtout compris ça. Et les technologies permettent à ces choses-là d'arriver extrêmement vite. Vous cherchez un mot avant d'aller dans le dictionnaire, il fallait chercher dans le dictionnaire, machin. Maintenant, vous avez. C'est pas moins bien ou moins mieux, c'est juste que vous avez réduit le temps. Ouais, mais ça, tu vois, les études qui montrent que les questions créatives, justement, il a diminué depuis les années 90, que ces technologies sont développées, c'est que ça a quand même un impact sur le cerveau. Enfin, De toute façon, ça a un impact. et donc, il y a un certain type de mécanisme qui se renforce et puis qui appauvrit, à mon avis, quand même l'être humain. Bon, ça dépend, parce que tu as quand même pas mal d'artistes qui travaillent justement sur cette base d'outils. Ouais, bah, du coup, eux, ils créent avec ça, c'est différent du mécanisme. Moi, je pense qu'une des choses des industries créatives aujourd'hui, c'est de ne pas faire semblant, enfin, voir comment tordre ces choses-là pour devenir créatif. C'est plus compliqué que l'alcool, par exemple. De tourner l'alcool pour en faire un truc créatif. C'est On plus voit simple qu'il y a avec un certains téléphone grands portable. artistes qui le Voilà, je vous invite petit à petit à arriver au bout de votre dialogue. Peut-être qu'avant qu'on en vienne à vos questions, est-ce que l'une ou l'autre personne ou groupe de deux aimerait partager quelque chose sur ce que vous avez discuté, sur vos futurs souhaitables? Il y a un micro, ouais, pour la salle. Voilà. Alors, nous, c'est un peu un mixte de tout ça. Pour nous, on pense qu'en 2040, il y a une grande partie de la population humaine qui ne sera plus, de par différents choix sanitaires, de baisse de fertilité, et qu'il va falloir peut-être une ou deux générations pour l'apercevoir. Et donc, du coup, comme la transition aura été engagée, le peu de gens qui resteront seront prêts et puis enthousiastes. Il y aura aussi eu un effondrement économique et technologique parce que en 2040, c'était juste pas possible d'avoir autant de ressources énergétiques pour pouvoir continuer à utiliser autant ces technologies. Et donc, du coup, il n'y aura plus de pays, plus de frontières, mais que des territoires autonomes. Les habitants se seront retroussés les manches pour nettoyer, détruire tous les bâtiments qui ne servent à rien, faire de l'espace à la verdure. Et de ce fait, une grande partie du territoire sera devenue des réserves naturelles. Il n'y aura plus d'école. Les enfants auront un précepteur, un homme sage ou une femme sage, qui les guideront avec des bibliothèques partagées. Ils pourront aussi observer des objets de l'ancien monde, essayer de faire marcher une télé qui ne fonctionne plus, ou bien décortiquer un smartphone, ou même le détruire avec un grand marteau. Bref. S'ils auront envie d'apprendre à chasser avec des arcs, ils pourront. S'ils auront envie de travailler dans les champs, ils pourront. Apprendre l'artisanat, ils pourront. Mais voilà, nous, on est parti de ce constat qu'en 2040, en fait, il y aura beaucoup de joie parce qu'enfin, l'être humain pourra vivre ce qu'il est en lui, un homme de la terre, mais que malheureusement, il y aura eu beaucoup de souffrance, en effet, parce que beaucoup de pertes humaines. Voilà. Merci. Est-ce qu'un autre groupe aimerait encore partager quelque chose? Et puis après, on va passer aux questions. Oui. Le micro n'est pas allumé. Donc, du coup, on avait une remarque sur Internet. Donc, c'était plutôt un souhait. Donc, cette personne dit que ce qu'elle aimerait voir en 2040, et bien avant si possible,
ce serait une revalorisation du travail, donc avoir un travail qui ne serait pas axé sur, sur ce que ça peut rapporter pécuniairement, mais plutôt sur ce que ça apporte aux gens. Donc c'est plutôt un souhait pour 2040. Merci. Donc une revalorisation aussi humaine du travail et pas seulement monétaire et économique. On va passer aux questions. S'il n'y a pas... Oh, monsieur, vous vouliez encore? Merci. Bonsoir. Nous, on a discuté d'un sujet qui m'est venu à l'esprit, c'est en 2040, qu'est-ce qui s'est passé avec toute la robotique et l'intelligence artificielle qui était prévue en 2021 et est-ce que les connexions de tous les objets ont abouti? Est-ce que l'intelligence artificielle a supplanté l'humain dans le travail? Ça, c'était une question qui était là. Et puis, deuxième question, comment on cohabite en Occident ou au nord, dans l'hémisphère nord, avec tous ces réfugiés climatiques qui sont arrivés par vagues depuis que la température est montée de 3 degrés au moins, en moyenne. Alors, voilà, c'est ces questions-là qui étaient restées en suspens, en fait, par rapport à vos interventions. Une question sur la question des réfugiés climatiques et une autre sur la robotique. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite répondre à l'une ou l'autre de ces questions? Alors peut-être en souhait, plus qu'une vision, mais vous parliez de l'école. Eh bien, ces réfugiés climatiques pourraient devenir les fameux sages pour les cours de géographie et nous transmettre les connaissances de l'autre monde. Première idée. Si je peux rebondir, je partage. Et dans cette vision-là d'un monde où finalement la technologie est limitée parce qu'on n'a juste pas accès à l'énergie pour la produire, on se retrouve dans un monde qui a, on en a parlé tout à l'heure, beaucoup plus d'artisanat et de low-tech et qui demande d'aller faire appel à des savoirs, des compétences ancestrales et ou d'ailleurs, et j'ai envie de penser que ces réfugiés climatiques vont aussi pouvoir avoir l'opportunité de rentrer dans un système d'échange de compétences, de co-apprentissage qui sera nécessaire pour qu'on puisse apprendre à faire soi-même et nous amener avoir des opportunités finalement d'être intégrés et de travailler dans des coopératives, des groupements d'artisanat et en plus d'y être valorisés en venant amener des compétences que eux et elles ont acquis déjà en vivant dans des espaces qui étaient déjà beaucoup plus catastrophiques que chez nous et en même temps d'amener des savoirs que nous on a perdus. Ouais, ça marche pas. Ah oui, ça marche. Je vais peut-être pas trop me situer sur la question des réfugiés, je connais pas du tout assez ça, mais par rapport à la question sur les technologies comme les IA, etc., en fait, elles sont déjà extrêmement présentes, c'est juste qu'elles font pas grand-chose. Ce qu'elles font, c'est qu'elles vous vendent de la pub. Essentiellement, c'est ce qu'elles font. Elles sont d'abord faites pour ça, elles sont faites pour pouvoir analyser votre profil, en fonction de chaque clic que vous faites dès que vous êtes sur un ordinateur, et puis de trouver la meilleure manière de vous vendre la meilleure pub gratuitement. C'est-à-dire en fait cette pub vous n'avez même pas vendue, elle arrive. C'est ça que font les IA en fait. Elles vont jamais faire beaucoup plus que ça. Elles vont jamais prendre le pouvoir. Elles vont jamais. C'est des logiciels. Le risque, à mon avis, on le voit beaucoup d'ailleurs dans la science-fiction aujourd'hui, que ce soit la littérature ou dans les films, c'est plus que nous, on devienne des IA. C'est-à-dire que lorsque vous passez 6 heures par jour dans des réseaux virtuels, enfin sur un monde virtuel, quelles que soient les raisons, hein, c'est pas forcément pour du divertissement, mais en gros, votre corps, pendant ces 6 heures, je disais souvent ça en conférence, il est limité à 1 ou 2 pouces. Pour les bons, 1, pour les mauvais, 2. Non, maintenant je crois que c'est l'inverse. Si vous êtes bon, vous avez 2 pouces, donc vous arrivez à écrire très vite. Et tout le reste de votre corps disparaît pendant ces 6 heures. Et donc votre attention est complètement dans le monde virtuel. Votre corps est mis de côté.
Et puis si vous variez ce nombre d'heures, 6 heures, bah, si vous diminuez, voilà, bon, bah, ça va. Puis si vous l'augmentez, bah, votre corps il est encore moins présent. Et donc finalement, une question qui me paraît peut-être pas plus intéressante, mais peut-être plus pertinente par rapport à l'humain, c'est de savoir encore combien de temps, pourquoi est-ce qu'on veut impérativement devenir nous des IA, des intelligences artificielles. C'est en gros, pourquoi est-ce que nous, impérativement, on veut mettre de côté notre corps? Si vous avez vos téléphones portables aujourd'hui, de manière très cynique, vous disent combien de temps vous avez fait d'écran par jour. Et si vous dites, ah, je suis content, j'ai fait 4h17 à la place de 4h25, bah, dites-vous bien que pendant 4h17, plus votre nuit, plus peut-être des moments où vous travaillez, votre corps est inexistant. Voilà. Or, le corps humain, c'est comme ce qui vous permet d'être dans la chair, dans la sensualité, dans la perception, dans l'autre, dans l'altérité, etc. Donc, si vous mettez votre corps de côté pendant 6, 7, 8, 9, 10, 12 heures, bah, comment vous pouvez être en interaction, simplement avec, vous voyez, on augmente le temps, parce qu'il y a des corrélations qu'on ne fait jamais, mais vous augmentez le temps sur les réseaux, puis comme par hasard, plus on augmente ce temps, plus la relation à autrui commence à devenir problématique. Et moi, ça me fait beaucoup plus peur. Une IA, c'est des lignes de code, c'est pas conscient. Et puis c'est d'abord fait pour que vous puissiez acheter des trucs. C'est le capitalisme, c'est pas fait pour dominer la planète. Il n'y a pas besoin. L'être humain se laisse dominer par lui-même beaucoup plus facilement. Merci. D'autres questions? Il y en a une ici, une là. Merci. Et une derrière après aussi. Alors nous, de façon beaucoup plus terre à terre, hein, on s'est demandé, étant en 2040, comment on avait fait déjà depuis 2020. Les Suisses ont voté contre le revenu de transition écologique, malheureusement. Et du coup, il a fallu se débrouiller pour concevoir un système économique qui quand même permette de mettre en place des projets de transition. Alors les projets de transition, malgré les bonnes idées et le bon cœur que les gens ont mis dedans, ils ont quand même fini par être monétarisés. Comment on s'imagine, à partir d'un verger ou d'autres actions à la base assez vertueuses, de nourrir les gens, enfin, pas les nourrir au sens physique, mais les payer tout simplement, leur fournir un salaire. Quelle est cette économie qui s'est créée là? J'ai un gros point d'interrogation, notamment parce que personnellement, étant chef d'entreprise, je n'ai pas encore trouvé, dans mon cas, vendant des machines. Moi, aujourd'hui, mon entreprise arrive à payer ses employés que quand les machines tombent en panne. C'est-à-dire que quand je peux les remplacer. Alors, quel a été le déclic? Quel a été le nouveau modèle, vu qu'on n'a pas été subventionné, pour pouvoir payer tout le monde, et puis que tout le monde puisse, avec cet argent, vivre, pas seulement avec ses pommes, mais d'acheter d'autres choses. Merci. Je vous laisse passer le micro derrière. On va prendre 3 questions et puis après les intervenants répondront. Donc une première question sur si on imagine que une votation sur le revenu de transition écologique échoue, si je vous ai bien compris, comment au fond on réussit quand même à soutenir un nouvel entrepreneuriat et des nouvelles initiatives? Voilà, moi j'ai une question pour Marc Atala. Je constate qu'il y a quand même beaucoup une tendance à la dystopie. Et je constate que le fait de s'imaginer un avenir positif relève d'un effort. Du coup, je voulais vous demander un effort. En fait, c'était avec vos connaissances. Est-ce que vous pourriez citer quelques ouvrages littéraires ou autres œuvres qui soient vraiment plutôt de l'ordre de l'utopie? Il y avait une question encore de monsieur. J'ajoute encore un peu pour la digitalisation, comme Google ils synchronise les appareils. Et pour moi, ce serait le futur que les gens, entre eux, ils peuvent synchroniser. Par exemple, il y a des villes qui sont avec moins de voitures, où les gens ils se rencontrent plus et il y a beaucoup plus de communication entre les gens dans la ville. Mais je me demande comment ça peut se passer exactement, comment on peut faire cette transition. Et une autre question, c'est les paysans. Comment on peut sortir les paysans de l'impasse, qu'ils ont un autre statut
qu'ils prennent vraiment une importance, qu'ils nourrissent la ville, qu'ils nourrissent directement les gens et pas à travers des grandes surfaces. Vous voyez qu'il y a des liens directs entre les paysans et les consommateurs et que aussi le statut du paysan qu'il monte, qu'il prenne une importance. Merci. Donc, si je vous comprends bien, il y a deux questions. Il y a une question comment revaloriser le travail des paysans et comment supprimer aussi les intermédiaires qui rendent leurs conditions aujourd'hui en 2021 difficiles. Donc, qu'est-ce qui aura permis cette transformation du monde paysan en 2040? Et la première, c'était comment créer en fait plus d'espace, de liens. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place, ou si on s'imagine en 2040, qu'est-ce qui a été mis en place pour recréer des espaces de liens, de rencontres humaines? Donc je vous laisse chacun répondre aux questions que vous vous sentez appelé à répondre. Bon, moi je fais volontiers la dystopie comme ça après Bon, je pourrais faire une sorte de boutade à votre question parce que je peux vous citer plein d'utopies. Et en particulier, si vous voulez vraiment vous ennuyer, je vous propose pas mal d'utopies contemporaines qu'on appelle du solar punk. C'est un mouvement de la science-fiction récent qui a une tendance utopique, qui a été regroupé dans une catégorie qu'on appelle le solar punk, donc évidemment basé sur des mondes à énergie solaire ou renouvelable. Puis punk, ça vient en fait d'une sorte de vieille tradition qui est passée par 3 mouvements: cyberpunk, puis ensuite steampunk, puis ensuite solar punk. Bon, c'est pas le truc le plus créatif au monde. Alors là, c'est des utopies. Alors je dis pourquoi est-ce que, je vous dis, ennuyez-vous, parce que c'est vraiment chiant à lire. Il y a un adage qui dit les gens heureux n'ont pas d'histoire. Et moi, ma spécialisation, c'est la fiction. Donc moi, les utopies, voilà. Je m'ennuie, sauf, alors c'est là où je vais être un tout petit peu plus sérieux, sauf si on comprend que l'utopie, c'est une méthode. Il y a un très beau livre de Jameson qui s'appelle L'utopie comme méthode. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous prenez les toutes premières utopies qui ont été écrites au XVIe siècle, pour la plupart des humanistes qui lisent ces utopies et qui déchiffrent ces utopies, vous pouvez lire voilà, l'utopie de Thomas More ou la Cité du Soleil de Campanella ou autre, ils comprennent un truc très simple. C'est que ce système-là, ce qu'on nous décrit comme le monde idéal, est ironique. Autrement dit, ils comprennent que en fait, cette espèce d'image parfaite, elle n'est pas là comme une programmatique. On ne va pas tendre vers ce lieu-là. C'est la dernière phrase de Thomas More, l'utopien. Ce monde, je le rêve plutôt que je ne l'espère. C'est une image, un rêve, plutôt qu'un projet, un espoir. Aucun humaniste entre le XVIe et le XVIIIe siècle lit l'utopie de manière sérieuse. Il comprend qu'elle sert à éclairer les dysfonctionnements sociaux. Elle les exagère. Et puis elle dit, voyez, elle crée des nouvelles corrélations. Par exemple, pour Thomas More, entre la pauvreté et la criminalité. Ce qui n'est pas du tout évident au XVIe siècle. Au XVIIIe, on a commencé à penser qu'on pouvait les réaliser. C'est pour ça d'ailleurs que Voltaire écrit Candide, pour se moquer de cette espèce de truc-là. L'utopie, elle ne sert pas à mettre une ligne, en fait. Elle ne sert pas à être une programmatique. Elle sert à éclairer nos défaillances, si vous voulez. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au XIXe, depuis le moment où on a commencé à imaginer, réaliser nos utopies, est née ce qu'on appelle l'idéologie. Et l'idéologie, c'est une utopie appliquée, qu'elle soit positive ou pas. Et qu'est-ce qu'elle fait, la dystopie? Elle va raconter nos utopies. Elle va raconter ce que c'est que de vivre dans un monde idéal, idéologique. C'est aussi une méthode. D'accord? C'est qu'elle n'est pas là pour nous dire voilà ce qui va se passer. Alors, bon, l'année passée, nous ont un peu agacé avec cette histoire. On vit dans le monde de 1984. On voit que les gens n'ont jamais lu 84. Si vous dites ça, vous n'avez jamais lu 84. C'est la seule chose que vous dites. Une dystopie, je vous prends un exemple. Je vous dis, monsieur, vous êtes un lecteur, vous lisez. Je vous dis, dans le monde de 2153, l'humanité est écrasée. Elle a accès à plus aucun livre.
Et à chaque fois qu'elle se met à penser, elle a des détecteurs de pensée qui font que quelqu'un arrive et vous lobotomise. Un truc un peu extrême. Vous pensez quoi? Vous dites, ah c'est cool, non. Vous dites, ah pas super ce monde-là. Et si vous vous dites, mais en fait aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on fait. On a tout transformé en divertissement. Tout. Vous allez, moi je suis directeur de musée, vous allez dans un musée, c'est un divertissement. Au cinéma, divertissement. Là, il y a l'Eurofoot, là, divertissement. Les livres, divertissement. Shakespeare, pourquoi vous lisez Shakespeare? Divertissement. Ça vous touche? Pourquoi ça vous touche? Vous lisez Flaubert, pourquoi c'est bien Flaubert? Ça vous touche? Pourquoi il écrit bien? Vous avez réfléchi à ça? On vous l'a enseigné. Bon, ok. Tout est devenu un divertissement. Donc on va se rendre compte que soudainement, si je transforme tout en divertissement et que je crée un monde fictif où chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort du divertissement, la pensée, je tue les gens, pour faire simple, bah, je me rends compte que ce monde il n'est pas enviable. Après je me dis mais en fait c'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Donc dans la dystopie, vous avez une lecture du présent qui est très utopique. Elle dit hé, réveillez-vous, aujourd'hui on est en train de tuer tout ça. Conseil fédéral, l'année passée, pandémie. Bon, j'aime bien les gars du Conseil fédéral, mais je veux dire, on ferme tout ce qui est de l'ordre du divertissement. La culture du divertissement. Alors les mecs des milieux culturels, non, on est essentiel. Bon, tout le monde s'en fout. C'est du divertissement. Voilà, on est en train de tuer ça. Alors quand Bradbury, en 1953, écrit Fahrenheit 451, où les pompiers brûlent les livres, c'est ce qu'il dit. Il dit, on est en train de tuer la pensée. Et aujourd'hui, on est là dans le même monde. Il n'a pas anticipé, il a compris que c'était ce qu'on allait. Donc les meilleures utopies que vous pouvez trouver, ce sont des dystopies. Merci. Sylvie, Sophia? J'ai envie de répondre à monsieur, et en même temps j'ai juste une pensée qui me vient en écoutant Marc parler de ça. Et parce que dans une certaine vision qui peut être véhiculée par le mouvement de la transition, on la qualifie d'utopie. Mais si on se réfère, bon, en tout cas moi, comment je vois les choses, est-ce que Madame a partagé, en fait c'est une utopie. C'est une vision du monde qui se base sur un effondrement sur des réalités scientifiques, enfin en tout cas des faits, des choses qui sont plutôt de l'ordre de la mise en évidence de ce qui ne fonctionne pas maintenant. Donc je me demande si finalement c'est pas aussi une forme de dystopie. Parce qu'on amène à une autre vision du futur, mais qui se base sur la réalité maintenant, qui est en fait une mise en évidence de ce qui se passe maintenant. C'est pas juste pour se donner un but, c'est parce que comme c'est maintenant, c'est problématique. Je ne vais pas répondre, parce que j'ai déjà assez parlé, mais juste peut-être, parce que c'est un truc intéressant, mais je n'ai pas envie de plomber le moral à personne, mais le concept même de la dystopie, c'est de raconter des utopies. Et moi, quand j'écoute des utopies, par exemple écologiques, et j'en ai lu beaucoup, j'ai beaucoup de discours écologiques, en même temps c'est marrant parce qu'on s'appuie sur une démarche scientifique et empirique pour dire que les faits sont des faits objectifs, mais cette même démarche scientifique et empirique, c'est celle qui a donné naissance aux nouvelles technologies. Mais bon, passons. C'est un peu ironique tout ça. C'est que, en fait, souvent quand j'entends ça, mon problème c'est que je trouve que c'est pas vraisemblable. C'est-à-dire, j'y crois pas. Parce que la manière dont on raconte le quotidien des gens, et comme ça te fait une super transition pour monsieur, c'est qu'en fait on n'y croit pas. Les gens ils vont jamais tous communiquer les uns avec les autres. Personne parmi vous croit à ça. Depuis Babel, on sait que le problème humain c'est la communication. Les gens que vous aimez le plus au monde, vos enfants, vos parents, vos époux, épouses, au bout de 10 ans vous les tuez. C'est-à-dire vous n'arrivez pas à communiquer avec, on n'arrive pas à se comprendre. Donc quand on dit un jour on pourra tous se parler, bullshit. Par contre, de faire l'effort et que ça va être compliqué toute sa vie d'essayer de comprendre. Moi j'ai des enfants, je dis mais il se passe quoi dans ta tête, mec? Qu'est-ce qui s'est passé? Et toute ma vie je vais essayer de comprendre. Après à l'adolescence ça va être 10 fois pire, après ce sera adulte, je vais... Voilà. Donc raconter l'utopie, c'est ça la dystopie. Et moi je crois que chaque fois qu'on est confronté à une vision utopique, on doit essayer de la raconter pour qu'elle soit vraisemblable. Jamais on va tous s'entendre, c'est pas possible. Jamais on va tous s'entendre, s'écouter, impossible. Ça c'est même pas de l'empirique scientifique, c'est de l'empirique humain. Je veux dire,
Par contre, de raconter comment on peut vivre dans ce monde-là, puis de faire un effort pour dire comment. Et c'est ça, pourquoi je disais à monsieur, lui, dystopie, c'est les meilleures utopies. Essayons de raconter ce qui ne va pas. Parce que sinon, c'est ça le côté chimérique. C'est ce qui fait qu'on passe pour des rêveurs. C'est quand vous dites un truc qui n'est pas vraisemblable. Quand vous lisez Flaubert, moi je pleure quand je lis Madame Bovary. Ce type, il arrive à vous faire pleurer. Donc vous dites qu'il y a du vrai. Ben moi, quand j'entends ces utopies, j'entends pas du vrai. Alors faisons des utopies qui sont vraies. Puis comme ça, là, on se dit, ah, là, il y a quelque chose de juste. Sinon, enfin, voilà, ça ne sert à rien. Enfin, c'est du temps perdu. Bon, je ne vais pas vous plomber le moral, je te redonne la parole. Mais c'est elle qui a posé la question en même temps. Non, merci, c'est bien, ça me donne de quoi répondre, enfin rebondir, ou dans le sens où j'avais envie d'amener un élément un regard en tout cas par rapport à cette question de l'agriculture, et ça me permet aussi de rebondir dans la manière dont je voulais répondre, et c'est qu'en fait il y a déjà des exemples concrets, donc plus que vraisemblables parce qu'ils existent déjà, et c'est le cas de beaucoup d'histoires qui sont racontées de la transition. En fait, c'est qu'on se base sur des expériences qui sont déjà en cours et qui se vivent déjà. Et je ne vais pas citer le nom de la ville, en l'occurrence à laquelle je pense, parce que je ne suis pas sûre, mais en Belgique, il y a, et il en existe d'autres, des exemples concrets autour de l'agriculture, et notamment, c'était votre question, je crois, du lien, comment est-ce qu'on les soutient et comment est-ce qu'on met en lien directement aux consommateurs et aux consommatrices. Et il y a donc à l'initiative de différents collectifs de citoyens et citoyennes des ceintures alimentaires qui se sont créées autour de certaines villes, et concrètement en fait avec les agriculteurs et agricultrices locaux qui produisent et qui sont en réseau direct avec toute une série de coopératives à l'intérieur de la ville, que ce soit des coopératives pour revendre les produits directement, que ce soit des coopératives de transformation, une coopérative autour d'un moulin. Et ça, en fait, c'est des exemples concrets qui sont mis en place depuis une dizaine d'années et qui fonctionnent et qui permettent de valoriser le travail des agriculteurs et agricultrices locaux et de créer énormément de liens et aussi de travail, parce que dans ces coopératives, il y a du travail qui est fait. Et c'est Liège, ouais, j'hésitais entre Bruges et Liège, merci, Michael. C'est Liège, donc. Voilà, c'est un élément de réponse, il y en a sûrement plein d'autres. C'est ça qui m'est venu. Alors, peut-être pour compléter, ça sera, je ne sais pas si on va devoir terminer, je n'ai pas le timing, mais j'aimerais dire deux choses qui rassemblent votre question, et je passerai à la vôtre tout à l'heure et un petit peu ce qui s'est dit au niveau de l'utopie. J'aimerais, moi, qu'on retourne en arrière quand même. Avril de l'année passée, Covid, tout a fermé. Qu'est-ce que vous avez fait? Posons-nous cette question, parce qu'on l'a vécu. Le marché à la ferme, l'école à la maison, l'entraide. Enfin, levez la main si vous ne l'avez pas vécu. Ok, une personne, deux personnes. D'accord, mais l'épicerie du quartier? L'entraide entre voisins? L'école à la maison? Qu'est-ce que tu as fait? Okay. Ok, très bien. Mais on peut dire que la majorité du collectif que nous sommes ce soir ici a vécu une forme d'économie, de lien différente que ce qu'elle avait eu auparavant. Donc, pour moi, cette crise Covid, elle nous démontre que lorsqu'on est confronté à une réalité qui nous tombe dessus, on a cette capacité, et c'est là où je complète, ou je ne sais même pas dire si je peux compléter, mais la notion de la responsabilité de l'être humain, on l'a fait. La question, pour moi, elle est de dire, est-ce qu'on va réussir à continuer à le faire? Et là, je suis plus pessimiste, parce que je dis, en fait, ça va être très, très difficile. Pourquoi? Parce que dès que les écoles ont réouvert, que les commerces ont réouvert, la première plus grande file qu'il y avait, c'était le McDrive. C'est là où tout le monde a été. En voiture, pour manger, je ne vais pas dire le terme, et puis on s'est remis dans la course au temps. Donc on passe plus de temps à courir, à amener nos enfants à l'école, à travailler, à se déconnecter de tout ce qui est autour de nous. Donc
En conclusion, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est le système économique qu'il faut revoir dans sa globalité. Parce que c'est lui, tu parlais de capitalisme, qui, à quelque part, nous drive et nous déconnecte parce que ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde de savoir qu'on va tous gentiment aller à la COP et acheter la promo des fraises en février. Ça arrange tout le monde. Jusqu'au jour où on aura la force, je ne sais pas si on l'aura, mais de se dire, si on boycottait, eh bien peut-être qu'on pourrait changer le monde. Voilà. Et puis pour votre entreprise, il y en a qui ont déjà transité sur le modèle de la réparation. Formez vos équipes. Préparez-vous à réparer et pas à remplacer. Vous serez innovant et vous préserverez vos emplois. Voilà. Merci beaucoup, Sophia, ce qui nous amène à une forme de conclusion. Il y a certainement encore des questions. Il y aura d'autres discussions. C'est un cycle de conférences qui a commencé ce soir. Ce soir, on a abordé beaucoup de sujets différents. Voilà, on a posé un peu le thème de façon aussi avec des points de vue différents. Je pense que pour nous, ça reste absolument fondamental. On travaille à la transformation sociétale, que ce soit l'utopie ou la dystopie. Si la dystopie accentue quelque part les travers de la société, on le voit aussi avec la collapsologie au niveau climatique, c'est aussi de dire au fond, il y a des possibles qui sont là déjà aujourd'hui. Sylvie l'a dit, Sophia l'a dit. Et à quelque part, notre attention, c'est aussi de se concentrer sur ces possibles. Nous, moi je travaille depuis 20 ans dans la politique de développement. J'étais très engagée, par exemple, dans l'initiative pour des multinationales responsables. On nous a dit au départ, vous aurez 30% de la population qui vote oui. On en a eu 50,7%. Ça n'a pas suffi. Mais parce que quelque part aussi, comme citoyen, c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de craintes de dire oui au changement. C'est un des obstacles principaux qu'on rencontre dans notre travail. Et on reste convaincu que quelque part, d'imaginer les possibles qui sont là aujourd'hui, mais c'est pour ça qu'on parle de futur souhaitable réaliste. Donc c'est effectivement pas que tout à coup le monde se transforme en bisounours où tout le monde s'aime et que ça se fait d'un coup de baguette magique, mais de faire ce travail d'imaginaire pour ensuite transformer le présent. Pour nous, en tout cas, ça reste absolument fondamental et on va continuer à explorer ce chemin. Donc, je vous remercie beaucoup d'être venus ce soir, que ce soit sur vos écrans ou ici au Casino de Montbenon. Et puis, on se réjouit de vous voir à d'autres soirées. On va développer le travail certainement après avec des soirées thématiques où on pourra vraiment creuser un sujet particulier. Là, on a abordé plusieurs thèmes de société, donc ensuite de les construire autour de thématiques particulières. Merci beaucoup aussi à tous les intervenants, à Sylvie, Sophia, à Marc. Merci au réseau Transition, à One Planet Lab qui a co-organisé ça pour le prochain, et puis au festival, tous les techniciens qui ont été très présents et nombreux pour aussi permettre la diffusion online.